Bonjour à tous, bienvenue à Influential Generation, where the voice is yours. Je suis Belinda Kifungo et je suis votre host. Aujourd'hui, nous avons le professeur Val Massamba qui va nous parler de l'entrepreneuriat au Congo. Il est le directeur général de IF Entreprise, une entreprise qui accompagne les entrepreneurs congolais à développer leurs projets. Restez connectés pour suivre le contenu de notre émission aujourd'hui. Dans un pays où entreprendre demande plus que du courage, il a choisi bâtir des structures. Docteur en sciences de gestion, professeur à l'Université Congo et à l'Université de Kinshasa, directeur général des IF Entrepreneuriat, acteur stratégique du projet Transform, plus de 2050 PME accompagnées et 16 000 employés générés. Il n'a pas seulement formé des entrepreneurs, il a contribué à structurer un écosystème, mais derrière les chiffres, il y a un homme, une vision, une mission. Aujourd'hui, sur Influential Generation, nous recevons un bâtisseur, le professeur Val Massamba. Bonjour Monsieur Val Massamba, comment vous allez ? Bonjour madame, oui, ça va bien, on tient le coup. On tient le coup. Vous êtes très occupé pour vous avoir, on s'est battu, mais vous êtes quand même venu. Je tenais à vous remercier avant qu'on commence l'émission. Je vous prie de m'en excuser. Nous sommes dans une phase assez importante de processus d'accompagnement des PME et on devra les accompagner dans la gestion logistique pour les achats des équipements. Et donc, on a un portefeuille assez large et ça nous a pris beaucoup de temps. Non, j'imagine, je vous en veux pas, je sais, je vois un peu votre emploi du temps, donc je comprends. Donc c'est pour ça que je suis reconnaissante du fait que vous avez quand même mis de côté un peu toutes vos occupations pour venir dans notre podcast aujourd'hui. Alors, comment vous allez ? Je vais bien et avec plaisir. Ah oui, de rien, de rien. Votre semaine, comment elle s'est passée ? Très lourde. Très lourde, c'est... Très chargée. De voyages. Ah. De réflexion. Beaucoup de lacunes aussi, parce qu'on est humain, beaucoup de reproches. Mais voilà, on s'en sort parce qu'on se forge comme ça, c'est de l'expérience. Exactement, exactement. Alors, Monsieur Val, avec les nombreuses casquettes que vous avez, vous faites beaucoup de choses, vous êtes presque partout. Mais je veux savoir qui est vraiment Val Massamba, l'homme. Quelles sont les valeurs qui vous définissent? Val Massamba, c'est un professeur d'université. Val Massamba n'enseigne que ce qu'il fait sur le terrain, étant donné que ses recherches se sont focalisées sur ce qu'il fait sur le terrain. Dans le domaine entrepreneurial, c'est un accompagnateur des créateurs d'entreprises qui a mis sur pied une pédagogie d'accompagnement des créateurs d'entreprises dans le pays fragile, dans la RDC. On a créé le premier incubateur d'entreprise en RDC, la première pépinière d'entreprise, le premier centre de PME, un modèle ou des modèles inspirateurs qui aujourd'hui est suffisamment suivi sur la scène économique congolaise. Voilà, donc patriote, dans le patriotisme économique. Qui est là pour aider ceux qui désirent entreprendre à y aller, à émerger, et voilà, pour essayer de relancer l'économie congolaise, avoir un impact positif sur le chômage et voilà, faire des Congolais des vrais talents, de personnes talentueuses du point de vue entrepreneurial. Voilà, les valeurs. C'est l'éthique professionnelle, c'est la loyauté. On revient toujours sur ça, c'est la loyauté. C'est l'effort et le respect des engagements. Et l'effort, c'est important dans notre contexte où le monde d'effort bat son plein. Le respect des engagements, c'est encore important dans notre contexte parce que quand on ne respecte pas les engagements, ça fait augmenter le coût des transactions et ça tue l'approche partenariale et ça ne marche pas. Donc ce sont des valeurs que nous faisons étant donné le contexte. Et on est là pour identifier les problèmes qui se posent dans notre environnement le plus immédiat et trouver des voies de solutions pour essayer d'y remédier.
Sur tout ce que vous avez dit, j'ai quand même réussi à retenir un mot qui est transmettre. Est-ce que vous avez toujours été une personne, parce que vous êtes professeur, vous accompagnez les PME, vous les accompagnez même lorsqu'ils commencent une entreprise, donc vous êtes beaucoup dans l'accompagnement. Est-ce que vous avez toujours eu cette valeur de aimer transmettre à d'autres personnes, à la jeunesse et à toutes ces personnes qui sont les Congolais aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours tenu à cœur depuis que vous étiez jeune? C'est tout ce que j'ai eu à faire toute ma vie. C'est tout ce que j'ai eu à faire toute ma vie. Si on suit mon parcours, même scolaire, vous verrez que tout le temps, j'étais celui qui organisait des concours de type Génie en herbe dans les écoles. En tant que ministre de la Culture, dans mon école de base, au petit séminaire de l'info. Et après, en faisant l'université, j'étais président des étudiants et c'était de la même logique. Je créais ma première entreprise un peu tôt. J'avais je crois 21 ans et là c'était une émission télévisée où j'apprenais aux enfants comment compter, comment chanter, comment danser, comment dessiner. Voilà. Donc c'est ça, c'est ma passion de transmettre le savoir et d'apprendre. Parce que quand on transmet, il faut aussi avoir l'humilité d'apprendre et apprendre à apprendre. Comme disent les chercheurs dans ce domaine-là. Et voilà. Et après, on s'est mis comme ça à voir dans quelle mesure on doit maintenant transmettre le savoir entrepreneurial à des niveaux, ou au niveau de deux cibles. La première cible, c'est la cible des entrepreneurs même, et la deuxième cible, c'est la cible des accompagnateurs, qui peuvent être des coachs, des mentors, des tuteurs et des formateurs. Donc c'est ça ma vie maintenant. Ça se résume dans ça, et je ne pense pas que ça va changer. Et en plus de ça, voilà, on va transmettre maintenant tout ce qu'on fait sur le terrain, le fruit de la recherche, eh bien, on le transmet aux étudiants et que le meilleur en profite. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes de base professeur, mais à quel moment vous avez décidé de vous tourner vers les entrepreneurs? À quel moment les entrepreneurs ont été aussi cette niche que vous avez voulu aller chercher? Est-ce que c'est toujours quelque chose que vous avez voulu faire, ou à un moment donné vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème en RDC et que vous voulez être la personne qui apporte une solution à son niveau? Mais je vais aussi prendre, mais c'est en fait cette façon de transmettre les connaissances entrepreneuriales qui m'a beaucoup plus poussé à devenir enseignant d'université. Ah, ok. Je suis devenu effectivement enseignant d'université avant de démarrer, mais c'était ça, dans l'idée de résoudre ce problème-là, parce qu'à l'époque, avant 2004, on regardait un peu comment évoluait le contexte congolais à des PME, des petites et moyennes entreprises. On s'est rendu compte que ces entreprises n'étaient pas prises au sérieux, n'étaient pas considérées du tout. On considérait leurs propriétaires, qu'on appelle les entrepreneurs, comme des artisans. Et donc, leur rôle était relégué au second plan. C'est comme si on se retrouvait en Europe des années avant 60. Et donc, les entrepreneurs étaient abandonnés à leur triste sort dans un contexte de pays très difficile. Il y avait très peu de financement, très peu de compétences entrepreneuriales. Il y avait quand même ce gap-là de formation assez énorme au niveau des entrepreneurs. Le financement était difficile. L'environnement ne leur permettait pas d'évoluer. Il faut pas oublier que ça fait suite au pillage systématique qu'a connu la RDC entre 1991 et 1993. Et donc, on avait là aux entrepreneurs qui étaient dépourvus de tous les moyens et qui n'avaient pas de voie de secours du tout. Et le conseil qui existait à l'époque, dans le cabinet de conseil qui existait à l'époque, c'est s'orienter plus vers la grande entreprise ou les entreprises publiques. Donc, il y avait très peu de solutions pour les PME, de façon à les aider à émerger. Et c'est là que je vais commencer à réfléchir pour voir comment apporter une solution qui soit différente de celle qu'on donne déjà. Et en 2004, j'ai embrassé ma carrière enseignante. C'est l'université qui était venue me chercher. Je n'ai jamais introduit une requête donnée, une demande d'emploi donnée de toute ma vie. Partout où je travaille, je suis entrepreneur de plusieurs entreprises, je travaille pour les gens, mais c'est rare. Donc l'université est venue me chercher. Et je suis allé avec la même passion au sein du CEPROPME, une cellule d'études et de recherche en faveur de PME.
Et j'ai encore creusé là-dedans et voilà, on cherchait des solutions. Toutes les solutions étaient là, mais ça ne me convainquait pas. Et j'ai eu attrapé une bourse après avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat de l'île Maurice, à Mauritius. Où je suis allé. Et de là, j'ai eu la chance de rencontrer des gens de tous bords qui venaient des enseignants de 534 universités francophones au monde, dans le Canada, notamment entrepreneuriat à Laval, Yves Ploud, le professeur Yves Ploud, je crois qu'il est à la retraite. Okay. Voilà, je lui ai le rencontrer, je lui ai rencontré Thierry Vestrat de Bordeaux à travers Fabrice Scipion. Gérard Lemoine, ces gens et l'ensemble de l'Afrique, on a commencé à réfléchir, on réfléchit autour de la même problématique en fait. Et puis moi je me suis démarqué pour emprunter la voie de l'incubation d'entreprise. D'accord. C'est là où véritablement j'ai trouvé les concepts que je recherchais, qui se révélaient à peine en Europe, parce que la France l'utilisait que depuis 4 ans, alors que c'était déjà expérimenté en Amérique il y a longtemps, notamment aux États-Unis, au sein de Silicon Valley. Et donc j'ai pris ce concept, j'ai dit je vais l'adapter dans mon contexte, et ça m'a ouvert les portes, et c'était le concept ludique en fait que j'avais trouvé, mais réinventé, d'accord, l'avoir réinventé à notre manière. Par rapport au contexte congolais, aujourd'hui, ça fait long feu. On est à 3050 PME accompagnés depuis 2007 que nous avons créé cette structure d'accompagnement par chaîne d'incubation. Et des PME pour lesquelles vous voyez les produits un peu partout, les Tebulukutu maïs success, vous avez Manitech confiture, vous avez la confection d'habits avec Ocasol, vous avez les imprimeries Gradeco, vous avez donc 3050 PME et plus de 10 000 personnes sensibilisées en entrepreneuriat, de jeunes comme des femmes. Aujourd'hui, on est dans des projets à Banque mondiale, le projet à Banque africaine de développement. Aujourd'hui, on est des partenaires des Big Four de ce monde, partenaires de Deloitte, Big Four, le numéro 1 mondial, partenaires de KPMG, des universités, Université Paris 8, Université de Nice, voilà, on est l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et voilà, on est dans tous les secteurs avec de grands sponsors, de grands partenaires, la Fondation Robert de Belgique, le gouvernement wallon, dans la région Wallonie, Bruxelles, en Belgique. L'Université Congo, l'Université de Kinshasa, voilà, dans pas mal de partenaires. Exactement. Et on est fiers. On est fiers de ce travail que nous avons abattu avec dur labeur, mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Vous avez parlé de 3050 PME que vous avez accompagnés. Vous avez côtoyé beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui sont devenus des grands entrepreneurs. Comment, selon vous, avec toutes ces années, vous définissez l'entrepreneuriat dans un contexte congolais? Un parcours de titans. À ne pas comprendre avec ceux qui sont dans la débrouillardise, parce que dans notre contexte, on confond la débrouillardise aux activités entrepreneuriales. C'est pas pareil. On peut trouver des prédispositions entrepreneuriales dans la débrouillardise, c'est-à-dire ceux qui organisent des activités de mitigation familiale, une activité économique pour juste résoudre au plus pressé les besoins familiaux. Il suffit qu'il y ait un emploi qui vient, peu importe le temps, vous partez, vous abandonnez. C'est vrai. Donc vous voyez quelque part, il y a cette résilience qui entre en jeu lorsqu'on va définir l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, il faut rester dans les cadres de la définition théorique. L'entrepreneuriat, c'est là d'exercer un métier d'entrepreneur, mais en développant des compétences qu'il faut et des attitudes qu'il faut, notamment la capacité d'innover. Okay. Dans le contexte congolais, si vous n'innovez pas, vous quittez, vous sortez immédiatement, parce que la concurrence, elle est rude. Ah oui. Elle est très rude. C'est un marché trop étroit, mais la concurrence est très rude. Il faut être capable d'innover. Et si vous savez pas innover, alors associez-vous à quelqu'un qui sait innover. Ou vous vous retirez, vous cédez la place à une autre personne qui sait innover. Deuxièmement, c'est dans le contexte congolais, il y a trop peu de ressources. Il faut être capable de créer de la valeur pour les autres, c'est-à-dire développer le win-win, le gagnant-gagnant. C'est l'approche
par les parties prenantes, en fait, ici. Okay. Une approche partenariale très importante. Je te donne, tu me donnes, et donc il faut savoir le faire. Troisièmement, quand vous savez faire ça, il faut toujours être en avant-plan pour savoir comment détecter les opportunités d'affaires. Parce qu'à n'importe quel moment, vous faites dépasser. Et quand vous pouvez vous faire dépasser, et donc il faut savoir détecter des occasions d'affaires, donc de nouveaux marchés. Quelque part, il faut pas rester seulement dans ce que vous faites et vous le faites pas évoluer, sans étendre vos marchés, sans en développer, sinon vous sortez aussi parce que c'est un contexte qui vit par l'effet moutonnier. Si vous commencez une activité, eh bien tout le monde suivra la même activité. Et donc, soit vous innovez, soit vous trouvez d'autres opportunités et vous avancez. Là, il faut être capable de détecter les opportunités d'affaires. Et l'élément le plus important par-dessus tout, c'est la capacité à impulser son entreprise, à mieux piloter son entreprise avec la capacité de rebondir, de prendre du recul, de s'organiser, de s'entourer de bonnes personnes, de poser de bonnes questions et de faire avancer. Et parce que plus l'entreprise avance, plus il y a des manifestations nouvelles de l'entreprise, et si vous n'êtes pas à la hauteur de répondre à ces manifestations, eh bien vous faites gourer, vous faites griller. Et donc c'est ça, exercer le métier d'entrepreneur, mais en développant ses compétences entrepreneuriales là et ses attitudes entrepreneuriales là, et par-dessus tout, dans les attitudes, deux aspects importants: l'effort qu'il faut toujours mobiliser, et le respect des engagements, parce que dans le contexte congolais, le respect des engagements n'est pas toujours de mise. Exactement. C'est c'est vrai que vous avez dit quand même beaucoup de choses, mais est-ce que il y a votre entreprise aujourd'hui qui est IF, est-ce que ça accompagne les entrepreneurs? Parce que je peux avoir la passion, j'ai un produit que j'aimerais développer, mais tout ce que vous avez dit, je ne suis pas nécessairement dans la capacité de pouvoir développer toutes ces choses. Est-ce que votre entreprise aide les entrepreneurs à avoir cette vision, en fait, d'être innovateur, de rebondir, d'ouvrir ses yeux sur d'autres marchés? Est-ce que IF est là pour accompagner les jeunes entrepreneurs? Parce que si moi, aujourd'hui, je lance ma bouteille d'eau, moi, tout ce que je sais, c'est lancer ma bouteille d'eau, c'est fabriquer, j'ai cette passion, mais après ça, est-ce que j'ai un accompagnement qui peut m'aider à développer mon projet pour vraiment devenir une entreprise? C'est même le cœur de notre business, madame. C'est de vous montrer, de vous aider à comprendre que vous avez des talents, et qu'on doit les faire émerger. C'est comme si je rentrais vers Socrate, pour faire le coaching dans la logique de l'art du questionnement, mais développer avec d'autres outils qu'on a mis sur pied, la pédagogie d'accompagnement TCC-JRP, qui relève de la théorie de la connaissance créative et de la théorie de convention à travers le modèle JRP. Et donc, ça nous permet justement d'aider un porteur de projet ou un entrepreneur, parce que le porteur de projet, on suppose qu'il est néophyte, doit démarrer une activité nouvelle. L'entrepreneur n'est pas néophyte, n'est pas forcément néophyte, mais est là plutôt pour développer un projet existant, parce que l'entreprise existe déjà. Donc, dans les deux cas, on va vous aider à voir votre business sous différentes facettes, et vous aider à choisir la meilleure facette, le meilleur angle possible, et qui vous permet d'avoir la rentabilité qu'il faut, et la croissance qu'il faut, la durabilité qu'il faut, la vision, comment vous allez le développer. Et c'est ça que nous faisons. Et à partir de là, maintenant, continuer à cheminer. C'est comme ça que chez nous, in fine, quelqu'un qui passe chez nous doit être déjà capable par lui-même de de rédiger son propre business model ou de rédiger son propre plan d'affaires. C'est déjà de l'apprentissage, parce que quand vous rédigez vous-même votre propre plan d'affaires, vous savez retranscrire votre propre vision comme vous le voulez, et c'est pas moi qui le fais à votre place. Et donc vous êtes capable de bien extérioriser ce que vous avez une brain dans votre cerveau. Et ça, c'est ce que nous arrivons à faire. Et maintenant que vous êtes capable de l'extérioriser par vous-même, dans l'apprentissage, et donc vous serez aussi capable de le mettre en pratique. Et on vous montre comment il faut le mettre en pratique, parce qu'il y a des gens qui parviennent à monter des bons business models, des bons plans d'affaires, mais qui sont incapables de l'exécuter sur le terrain. Exactement, deux choses différentes. Et donc, quand vous êtes à le faire, attention, il y a des gens qui ont su monter de bons business models, des bons plans d'affaires, qui ont pu mobiliser l'ensemble des ressources, mais qui sont incapables de démarrer. Pourquoi? Mais oui, mais justement, ça arrive souvent. Ça vous étonne. Parce que
il se dit qu'il y a encore des choses qui manquent alors que ça ne manque pas. Par exemple, il se dit, il voit pas par où commencer alors que c'est écrit. Hein, il y a aussi la peur, il y a aussi, donc voilà, il y a un peu tout ça. Et donc, nous, on est là pour aider justement à concrétiser, tout ça. C'est comme ça qu'on utilise beaucoup le coaching. On a le coaching individuel, et puis on a le coaching collectif dans les cas où on trouve que seul vous ne savez pas émerger, ben on peut vous associer, vous mettre avec d'autres. Okay. On vous coach ensemble et vous vous inspirez de ce que les autres font. Il y a des coachings d'équipe, il y a des coachings démonstratifs où on a affaire aux entrepreneurs accompagnés ou de porteurs de projets accompagnés qui sont rigides pour changer la manière de faire. Et donc, on fait des coachings démonstratifs ailleurs pour attirer leur attention et après leur permettre d'avancer. On fait le coaching de groupe. On amène les entrepreneurs à résoudre leurs problèmes d'accès aux équipements qui coûtent plus cher, à le résoudre par l'effet de groupe, ce qu'on appelle la mutualisation de PME. Et ça, c'est la meilleure des recettes maintenant que nous utilisons ici et qui marche bien et qui résout de grands problèmes de PME. Je comprends. Vous avez dit tout à l'heure que au Congo, il y a beaucoup de compétition en termes lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat. Donc, il faudrait être capable d'innover. Mais lorsqu'on arrive en RDC, on trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui manquent. Et quand vous parlez de compétition, c'est parce que moi, quand je regarde, parfois tu pars ailleurs, tu te dis, mais il y a tellement de choses à faire, mais il y a beaucoup, mais en même temps, il y a rien. Donc, quand vous dites qu'il y a beaucoup de compétition, est-ce que c'est vraiment qu'il y a beaucoup de compétition ou c'est simplement que ce qu'ils sont déjà sur le marché, ils ont tapé fort et ils ont pratiquement tous les clients, ou c'est vraiment qu'il y a une vraie compétition en RDC? Parce que j'ai l'impression qu'en RDC, il y a encore beaucoup de choses qui manquent. Non, mais il y a une vraie compétition en RDC. Pourquoi il y a une vraie compétition? Parce que il y a ce que j'ai décrit ici, l'effet moutonnier. D'accord. Hein, si quelqu'un se met aujourd'hui à commencer à imprimer des tasses, avec, je sais pas, le visuel, d'une entreprise, il faudra pas lui donner 2 mois, 3 mois, d'autres personnes vont se mettre immédiatement à faire la même chose. Okay. Ça veut dire que le champ de vision dans notre contexte ne va pas trop loin pour dire que je peux faire différemment de celui-là, mais c'est de dire comment il a fait, je fais la même chose. Ah, ok. D'accord, c'est comme qui dirait copier n'est pas voler. D'accord, je m'inspire simplement pour faire la même chose et tout le monde fait la même chose. Si quelqu'un va à côté, il ouvre une cabine téléphonique et ça commence à faire du pognon, eh bien tu vas voir une succession de cabines téléphoniques qu'on va ouvrir. Vous voyez, dans l'entretemps, alors qu'en réalité, il y a des besoins non satisfaits. Comme vous dites, il y a des besoins non satisfaits et qui appellent des investissements, mais les gens ne le voient pas. C'est un peu de la myopie vision de ceux qui veulent se lancer en affaires parce qu'ils n'ont pas assez de possibilités. Et c'est comme ça que je salue l'initiative de vice-premier ministre de l'économie nationale qui dit est-ce que c'est pas parce que qui demande à ceux qu'on commence à avoir des guides des guides démonstratifs de possibilités d'investissement, d'accord? Comme ça, les gens peuvent dire, voilà, j'ai mon pognon, j'aimerais investir en RDC, mais dans quel secteur je vais investir? Quand il vient, il voit directement différents guides. Et donc, il peut dire, voilà, ce secteur-là, je trouve que le guide est bien complet, je peux aller dans ce secteur-là. Et donc, il connaît ce que ça peut donner. Donc, c'est ça, quand on dit, il y a une forte compétition, compétition, c'est par rapport aux solutions déjà qui existent et qui mobilisent encore pas mal d'autres personnes d'entrer là-dedans, cassant les marchés des prédécesseurs. Je comprends. Mais est-ce que le réel problème aussi en RDC, est-ce que l'argent n'est pas un frein pour commencer son entreprise? Est-ce que, selon vous, est-ce que l'argent aussi est un frein? Donc, il y a des gens, ils commencent, ils ont le business plan, ils ont tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas les moyens. Et aujourd'hui, avec les banques, on sait que c'est pas tout le monde qui peut aller emprunter de l'argent. Il n'y a pas autant de fonds disponibles, selon ce que j'ai remarqué. Il n'y a pas autant de fonds disponibles. Donc, ça fait que beaucoup de personnes ont leur projet, mais ils sont assis. Est-ce que, selon vous, l'argent est un frein pour commencer un projet, une entreprise, on dirait? Selon moi, non. D'accord. L'argent n'a jamais été un frein pour démarrer une activité économique ou d'ailleurs quoi que ce soit.
D'accord. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est au cœur de notre accompagnement aussi. Ok. Un entrepreneur qui vient demander l'accompagnement chez nous parce qu'il veut obtenir de l'argent, on l'accompagne pas. D'accord. Parce qu'on se sent que déjà, on voit déjà qu'il est piégé, il est piégé, et donc il va pas donner le meilleur de lui-même pour mobiliser des ressources nécessaires dont il a besoin. L'argent, c'est pas un frein, l'argent est important, mais la question est de savoir comment tu le mobilises. D'accord. Est-ce que tu le mobilises sous forme pécuniaire? C'est-à-dire que ce sont des dollars canadiens qui l'en comptent, ou ce sont les francs congolais qui l'en comptent, ou c'est, je sais pas moi, le zéro, ou le dollar américain qui l'en compte. Est-ce que je le mobilise sous forme de ressources humaines, directement? Est-ce que je le mobilise directement sous forme d'équipement? D'accord. Je le mobilise dans quel deal? C'est comme ça que je dis, je parle de l'approche par les parties prenantes, le win-win, les gagnants-gagnants. Comment je fais pour que mon projet qui vaut 10 000 $, j'arrive à la mobiliser sans pour autant que je sors directement du cash. Ce partenaire-là, il a des micros, j'ai besoin de micros pour mon studio, mais je me rends compte que ce micro me coûte 3 000 $ et que je passe ces 3 000 $. Est-ce que je peux pas demander à ce partenaire-là qui détient le micro de devenir mon associé dans l'entreprise? Ok. D'accord. Et il apporte le micro dans mon entreprise, devient mon associé. Est-ce que je sortis un dollar américain? Je pas sorti un franc congolais du tout. Il devient mon associé, donc j'ai résolu un problème. Okay. C'est pareil pour la table. C'est pareil pour le monteur. C'est pareil pour quoi que ce soit. Il me faut engager un personnel. Ce personnel me coûte extrêmement cher. Mais la compétence que je recherche, c'est ce personnel-là qui le détient. Comment je l'associe dans mon entreprise? Est-ce que je suis obligé de signer avec lui un contrat permanent de paiement ou on peut négocier différemment et il me rend service? Donc, vous voyez, donc, grâce à la pédagogie d'accompagnement TCC-JRP, je vous ai dit, c'est la combinaison de la théorie de la connaissance créative et la théorie de la conversion via le modèle JRP, mais ça peut porter n'importe quel type de business model. Et on arrive dans le business model que l'on fait construire à un entrepreneur à démystifier les complexes d'un projet et à démystifier cette difficulté de mobilisation des ressources, notamment les ressources financières que tout le monde recherche. Tout le monde recherche. Tellement, de telle sorte qu'une personne peut démarrer son entreprise avec 0 $. C'est mon cas. Toutes mes entreprises ont démarré avec 0 $ en poche que je sortis. Qu'est-ce que vous avez? C'est ce que je vous ai dit, c'est le win-win. J'ai eu, moi, à lever des fonds auprès des banques, auprès de partenaires internationaux et autres, sans pour autant que je donne une hypothèque à un bien donné. D'accord? J'ai eu à mobiliser des associés sans pour autant que, voilà. Donc, c'est le 0 $. C'est cette approche-là, le win-win. Comment je construis mon business model autour de la constellation de potentiels détenteurs de ressources que je recherche. Parce que l'entreprise, c'est quoi? C'est un nœud de contrat, en réalité. Ce ne sont pas des bâtiments, l'entreprise. Ce ne sont pas que des bâtiments, ce ne sont pas que des véhicules. L'entreprise, en réalité, c'est un nœud de contrat. C'est le contrat entre l'entreprise et le personnel. C'est le contrat entre l'entreprise et le client. C'est le contrat entre l'entreprise et le fournisseur. C'est le contrat entre l'entreprise et l'État. Tout ça, ça forme une sorte de nœud de contrat. Du coup, je peux ne pas avoir de bâtiment, mais mon entreprise fonctionne. J'ai juste mon téléphone, je peux appeler X fournisseur pour lui demander d'aller livrer à Y client et de demander à la banque, une tierce personne, de payer. Je ne suis pas déplacé, c'est pas passé par chez moi. Donc c'est ça l'entreprise en réalité. C'est parce que nous, on a pas, je voulais parler de la phobie, mais on est un peu aliéné dans notre mental sur ce qui plaît, sur ce qui est grand. Pour moi, l'entreprise, c'est un grand bâtiment que j'ai. On dit, je suis Big Boss, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est un nœud de contrat, c'est Ronald Lecoq qui le dit, et ça marche bien. Et dans le nœud de contrat, comment je mobilise cette personne-là qui doit entrer en contrat, en entente, comme vous dites au Canada, avec moi. Okay. Mais cette entente-là, ça se définit comment en termes de win-win? Est-ce que je le paye tout de suite? Est-ce que je vais le payer le résultat? Est-ce que je vais le faire comment? Et puis voilà, c'est parti. Donc voilà, l'approche par les parties prenantes, qui relève de la théorie des parties prenantes, est très importante dans la mobilisation des ressources dont on a besoin.
Je comprends et je pense que c'est un très bon conseil et je pense que pour ça les gens ont vraiment besoin de venir travailler avec des compagnies comme les vôtres parce que vous avez la connaissance aujourd'hui. Faire des recherches, je vous donne un exemple, moi je suis au Canada, faire des recherches sur internet est assez facile, avoir des recherches, mais au niveau du Congo, les statistiques ne sont pas très connues, les informations ne circulent pas autant, donc c'est très difficile pour quelqu'un de se dire que je peux commencer de ce côté ou je peux commencer de l'autre côté. Donc faire venir voir des entreprises comme les vôtres, je pense que c'est ce qui peut développer vraiment une personne qui a cette idée, vraiment l'élever. Comme vous avez dit, vous avez travaillé avec 3050 PME aujourd'hui. Et avoir travaillé avec 3050 PME, aujourd'hui, j'ai l'impression au Congo, la fiscalité, l'État est un grand défi pour des entrepreneurs. Ils ont peur de l'État. Lorsque tu vas à gauche, tu dis l'État est venu aujourd'hui, l'État est venu demain. Donc, on ne sait même, finalement, on a l'impression qu'on ne sait même plus ce qu'on paye. Et les gens ferment leurs portes, pas parce qu'ils n'avaient pas de clients, pas parce qu'ils n'avaient pas l'amour du travail, mais à cause de l'État. Pourquoi la fiscalité fait peur aux Congolais? Il faut nuancer, hein. Je parle en tant que professionnel de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement, il faut nuancer. Ok. Il y a l'ignorance de l'entrepreneur. Exactement. Quand l'entrepreneur est ignorant, et bien de pratiques véreuses portées par certains individus, se disant de fisc, peut faire mal parce qu'on est ignorant. C'est comme ça, il faut toujours s'informer, il faut toujours s'instruire, parce que l'instruction coûte moins cher que l'ignorance. Ça vient de vous, du Nord, à Branly-Côte. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, oui, il y a ce genre de problème, d'ailleurs, qui est au cœur de la discussion au sein du gouvernement congolais pour voir dans quelle mesure il faudra le résoudre. Il y a même une loi qui a été créée en 2018, je crois, si j'ai bonne mémoire, la loi sur les startups et les PME, qui donne beaucoup de facilités aux entreprises qui démarrent en RDC. Il y a eu des réformes aussi du code des investissements qui aussi a donné beaucoup d'avantages au niveau des PME. Et donc, il faut savoir lire, il faut savoir à s'informer aussi pour bénéficier des atomes. Mais après, il y a de la parafiscalité aussi qui fait mal, ou le paiement des taxes, qui est différent des impôts, parce que l'impôt, c'est la direction générale des impôts. Après, vous avez les autres taxes qui viennent de ministères sectoriels ou alors de régies provinciales. D'accord. Maintenant, il faut savoir comment essayer de challenger tout ça. Ça demande aussi une gouvernance, ça demande aussi un management de façon à ne pas se faire surprendre là-dessus. Et donc, si on doit maintenant essayer d'énumérer toutes ces taxes et impôts, vous remarquerez que sur papier, c'est lourd. Pour voir une entreprise qui démarre, doit payer immédiatement 26 impôts et taxes. Il y en a qui arrivent à 66, 86, mais après, bon, le gouvernement est en train de voir comment résoudre ce genre de problème. D'accord. Il y a de dérapage, effectivement, sur le terrain, qui peuvent venir de certains agents de l'État, mais comme on le dit, c'est un problème d'information et de se faire entourer du réseautage. Il faut le résoudre. Un autre aspect, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes, qui sont de la perversité aussi. D'accord. Et le comportement pervers aussi d'entrepreneurs plane. Parfois, c'est les entrepreneurs eux-mêmes qui créent des conditions de tracasserie fiscale. D'accord. Et ça, c'est un élément important. Vous ne respectez pas une échéance, eh bien, vous créez une condition de tracasserie. Dans la mesure où, quand vous n'avez pas respecté l'échéance, au lieu de vous rattraper pour aller au poste dédié pour régler votre situation, maintenant, vous préférez soudoyer l'agent fiscal qui vient. Or, quand vous le soudoyez, ça n'a pas pour autant effacé votre situation au niveau de la direction générale des impôts. C'est vrai. Et donc, il y aura toujours un autre agent qui viendra, et encore un autre, et encore un autre. Ça dit que vous êtes tracassé. Et donc,
je suis pas en train de faire l'avocat du diable, mais je suis en train de nuancer, parce que lorsqu'on parle du climat des affaires en RDC, évidemment, l'un des problèmes, l'épine qu'on évoque pour la plupart des cas, ce sont des tracasseries, mais c'est dans les deux sens, hein, c'est dans les deux sens, et c'est des agents véreux qui se présentent devant l'entrepreneur, mais il y a aussi l'ignorance de l'entrepreneur et son comportement pervers à lui-même qui crée des conditions de tracasserie. Désolé de vous surprendre, mais c'est ça que l'on vit sur le terrain. Après, on a une fiscalité de développement. Tu sais, même la loi, on doit. Pourquoi on va au procès? Pourquoi on va au procès? Oui, il a tué. Enfin, il a tué, oui, il a tué. Mais pourquoi on va au procès? Prenons-le directement. Il a tué, condamnons-le directement. Oui. Pourquoi on va au procès? On va au procès pour apprécier, pour savoir pourquoi il a tué. Mais c'est parce qu'il a tué, c'est la peine capitale, là où il y a la peine capitale, ou bien il peut bénéficier de circonstances atténuantes. Pourquoi le juge doit apprécier? Ouais, donc c'est un peu ça. Et donc, c'est pareil pour le fisc. Il faut s'approcher des agents fiscaux, discuter avec eux, négocier avec eux. Peut-être même ils peuvent nous donner des solutions ludiques pour essayer de solutionner votre problème, de résoudre votre problème. Mais nous, les entrepreneurs, pour la plupart, les fouillent. Et quand vous fouillez, le doute aussi, va persister et vous allez évoluer dans un environnement entre guillemets de suspicion. Et puis voilà, c'est parti. Et nous, à un certain moment, on nous a fourni un redressement fiscal de 99 000 $ en francs congolais. Pour une cabine 500 kVA qu'on avait mis dans notre premier centre de PME et qu'on avait donné l'accès à la population. Et l'accès à la population voulait que l'entreprise qui fournit l'électricité, la SNEL, puisse bien profiter de cette cabine et du circuit qu'on avait mis sur 2 km à 700 à faire de nouveaux clients. Mais on nous taxe nous. Alors si on était ignorant, voilà, ça allait être compliqué. Nous avons dit non, mais c'est pas à nous de payer ça. Il faut voir avec la compagnie qui fournit de l'électricité. Mais il y avait des gens qui venaient, avaient des menaces de fermer, mais ça arrive. Ouais, on est des humains. Donc, il faut savoir négocier, il faut savoir comment poser les problèmes et il faut jamais être ignorant et être moins pervers. Important, je comprends. Vous fréquentez beaucoup d'entrepreneurs, des jeunes comme des personnes plus âgées. Que pensez-vous aujourd'hui de cette nouvelle génération d'entrepreneurs, des jeunes Congolais qui veulent devenir entrepreneurs? Parce qu'on a l'impression même que c'est à la mode, hein. On a l'impression que tout le monde aujourd'hui veut devenir entrepreneur, que tous les jeunes aujourd'hui se disent je veux commencer mon business. Que vous pensez-vous aujourd'hui de cette nouvelle vague de jeunes entrepreneurs? C'est la mode. C'est la mode. Désolé, mais c'est la mode. Oui, bien sûr. Parce que si 100 personnes qui présentent des ambitions de devenir entrepreneurs, et vous allez voir que ce sera peut-être au moins de 10% qui véritablement s'engagent. Ou bien alors, si les gens entrent dans le processus d'accompagnement, ils abandonnent plus vite. Parce qu'ils se mettent en face maintenant de la réalité. Ils comprennent que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas aussi facile que ça. Oui. Et c'est un métier d'élite. C'est comme ça qu'il faut faire attention de parler tout le temps que l'entrepreneuriat peut être un métier de masse. C'est un peu de l'utopie. Voilà, ça relève de l'utopie. On peut encourager tout un peuple à développer l'esprit d'entreprendre. Oui, c'est vrai, on peut encourager, développer de compétences, des attitudes entrepreneuriales, mais c'est pas tout le monde qui créera et développera une entreprise. Et donc, il faut faire très attention de ça. Il faut rechercher la crème qui peut entrer dans ce secteur-là et accompagner cette crème à devenir de grands entrepreneurs comme on a eu par le passé de Kolo, de Kindwelo, de KTB, de Bamanissa. Ouais, on a un peu de ce genre de personnes la crème. Il faut aller trouver la crème de crème. Des gens qui comprennent qu'ils entrent dans un processus de construction d'un patriotisme économique très élevé en créant des entreprises qui résolvent les problèmes de la masse.
On a beaucoup de gens qui sont, comme on a dit, dans la débrouillardise. Ça, c'est tout à fait normal. Le taux de chômage est tellement élevé. Exactement, ils n'ont pas le En choix. RDC, la RDC compte 69% de pauvres en termes d'incidence de la pauvreté. D'ailleurs, cela a été encore confirmé avec la publication récente de l'Institut national des statistiques. Et donc, c'est tout à fait normal que les gens cherchent comment survivre. Et donc, démarrer une activité économique génératrice de revenus, ou que j'appelle l'immigration familiale, ne fait pas de vous véritablement un entrepreneur. Mais un entrepreneur, c'est celui-là que je définis et qui va trop loin dans ce qu'il est en train de faire. Très belle définition et je pense que c'est la réalité. Mais comme vous avez dit, on encourage les gens à le faire, mais de bien le faire. Parce que je pense que la RDC a beaucoup de potentiel. La RDC a beaucoup de personnes, tu remarques, intelligentes, très innovateurs, mais je pense que la mode... Innovateur en quoi? Bon, tu remarques quand même que les gens sont prêts à développer certains projets, mais ils n'ont parfois pas l'accompagnement. Oui, mais j'innove. Je peux être capable d'inventer quelque chose, exactement. ou d'améliorer quelque chose qui existe, c'est-à-dire l'innovation. Quand c'est radical, c'est l'invention, effectivement. Je peux être capable de le faire, mais je ne détiens pas les capacités entrepreneuriales pour les mettre dans un processus commercial. Mais on peut l'apprendre. Oui, on peut l'apprendre si j'ai des prédispositions entrepreneuriales. Exactement. C'est un problème de prédisposition entrepreneuriale. C'est ce qu'on oublie, en fait. Dans ces cas-là, si moi je sais inventer, eh bien, je dois m'associer à celui qui détient les capacités entrepreneuriales. D'accord. C'est ça qui ne marche pas. D'accord. Parce que les gens en RDC n'aiment pas travailler ensemble. Du coup, cette personne croit que son innovation ou sa création est unique au monde. Et une fille ne peut pas s'associer aux autres, et c'est pas souri, ben il va mourir avec son projet, son produit. C'est vrai. Vous voyez un peu le problème. Et maintenant, nous, ce que nous faisons maintenant, c'est de dire, écoutez, dès que rien vient, on va protéger, on va garder ce que vous avez. De toute façon, les ministères de l'Industrie est là pour la protection de la propriété industrielle. Et puis, ouvrez-vous avec ceux qui détiennent des ressources. Attention, celui qui détient aussi des ressources, c'est-à-dire qu'il y a le moyen qu'il faut, puis ou ne pas être entrepreneur. Il faut faire attention. Oui. Non, il faut faire très attention. Donc, lui aussi, il peut simplement donner de l'argent. Celui-là, pour améliorer son produit. Et celui qui a la capacité entrepreneuriale peut s'associer à eux pour piloter l'entreprise. Et là, donc, on a parlé de 3 personnes déjà avec des capacités. et on peut en parler, on peut dire plus. C'est vrai. Oui, et donc c'est ça, il faut faire très attention par rapport à ça. Donc ça dit, j'ai un projet, tu regardes, c'est bon, mais comment tu traduis ça en argent? C'est ça. Comment tu gagnes du pognon? C'est vrai. Avec ça. C'est vrai. Et voilà, donc ça ne va pas. Et ces gens qui inventent, ils sont parfois durs à comprendre ce qu'on veut leur expliquer dans une logique entrepreneuriale. Vous voyez, ils créent un truc, non, mais je vais faire de musée. J'ai un jeune qui a fait quelqu'un qui avait fait un musée, le musée, musée, la fusée, là, plutôt. Il a fait une fusée, et la fusée, peut monter jusqu'à 12 mètres ou 20 mètres. Mais c'est intéressant, il a déjà maîtrisé le principe de la pesanteur, je sais pas quoi, de propulsion, ça c'est intéressant. Mais on lui dit, bah écoute, c'est simple, mais pourquoi vous ne miniaturisez pas ça? Parce que c'est pas aujourd'hui que vous allez faire une fusée de type la NASA. Les ressources, vous n'en avez pas assez, et donc c'est compliqué. Mais vous pouvez miniaturiser ça, parce que vous avez maîtrisé les processus de propulsion. Et donc, vous pouvez miniaturiser et commencer à vendre de petites fusées. Voilà, comme il jouait un peu partout. Et on s'est aidé par rapport à ça. Ben, lui, trouve que là, on le ridiculise. On le minimise. Alors que ce n'est pas ça, en réalité. C'est vrai. Il aurait pu faire du pognon avec ça. C'est vrai. Et de ce pognon-là, il allait dégager une épargne pour financer maintenant ses recherches. Le plus grand projet. Pour faire le plus grand projet. Et donc, même cette patience-là, même cette façon de voir les choses, c'est un peu limité. C'est comme ça que les organismes internationaux, les institutions de Bretton Woods, les gouvernements, et surtout les gouvernements congolais, font beaucoup la promotion entrepreneuriale, pas parce qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de créateurs d'entreprises, mais aussi pour développer quand même aux gens certaines attitudes entrepreneuriales et donner le meilleur d'eux-mêmes là où ils seront engagés comme intrapreneurs. Par exemple, un entrepreneur
c'est quelqu'un qui développe des compétences entrepreneuriales et des attitudes entrepreneuriales, mais comme employé dans une boîte. Bien et sûr. donc faire émerger d'autres entreprises, faire émerger des projets dans l'entreprise qu'il emploie. Vous voyez, et donc l'entrepreneuriat ne sert pas qu'un individu à créer une entreprise, mais aussi peut produire des entrepreneurs. C'est important d'avoir cette discussion parce qu'aujourd'hui aussi avec les réseaux sociaux, tu as tellement d'entrepreneurs, tellement de personnes qui s'appellent entrepreneurs, mais dans le fond, si on va vraiment selon la manière dont vous avez défini, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être 1% sur les 100%. Ah, regardez leur espérance de vie. Ouais, c'est ça. C'est ça l'effet de mode. Voilà, l'entrepreneuriat des masses, oui, ça veut rien dire. Exactement. Voilà. Exactement. Vous êtes aujourd'hui, vous avez le projet Transform avec vous, avec IEF. Qu'est-ce que le projet Transform aujourd'hui en RDC? Je suis pas là, je suis pas la personne habilitée pour parler de projet Transform. Ça, il faut le voir avec le coordinateur, monsieur Alexis Mangala. Okay. C'est un projet de la Banque mondiale avec le gouvernement congolais financé pour 300 millions de dollars. Qui donne un coup de pouce à l'entrepreneuriat congolais, surtout en mettant un accent sur les femmes entrepreneurs. Nous sommes impliqués dans 3 projets de programme Transform. Le projet de compétition de plans d'affaires où on vient de sélectionner 1155 PME à qui on a accordé 105 millions de dollars américains pour financer leurs investissements. Et on a aussi la cible de nouvelles entreprises à qui on donne également autour de 45 millions de dollars, et là on vise 5000 entrepreneurs qui ont créé de nouvelles entreprises, c'est-à-dire moins de 2 ans d'existence. Et on est impliqué dans le projet soutien aux femmes entrepreneurs, oui, où nous accompagnons 26 000 femmes micro-entrepreneurs à améliorer leur petit business et pourquoi pas évoluer. Et enfin, on est dans des projets d'implémentation ou de mise en œuvre des centres de PME, qui est en fait un espace où on regroupe plusieurs PME, jusqu'à 40 PME au minimum, et cela dans 13 villes de la RDC. On travaille avec certains partenaires que j'ai cités, il y a cité ici dans cette émission, et puis voilà, c'est un projet très ludique pour le pays. Le gouvernement le gouvernement congolais a vu juste avec la Banque mondiale pour apporter cette solution combien attendue dans ce pays. Ça a bien marché lors de la première édition. Et là aussi, ça marche bien avec beaucoup de garde-fous qui font mal aux entrepreneurs. Mais si on veut faire mieux, il faut quand même qu'il y ait de garde-fous. C'est bien parce que ça nous permet d'apprendre beaucoup. On apprend de nos partenaires des consortiums, Deloitte, KPMG, qui vont entrepreneurs. On apprend de Transform, on apprend de la Banque mondiale avec ses principes. On apprend du gouvernement congolais, on apprend beaucoup, même des entrepreneurs, on apprend beaucoup, et ça nous permet d'étoffer encore suffisamment d'outils d'accompagnement. Et pour le pays, c'est très ludique parce que les objectifs en termes d'emploi sont au rendez-vous, les objectifs en termes de croissance économiques sont au rendez-vous. Vous savez, avec la dernière édition, le PIB avait cru de 9% et l'entrepreneuriat, avec ce coup de pouce, a contribué à l'accroissement de ce 9% de PIB congolais. Et donc, et là, on pense effectivement qu'avec le projet Transform, l'impact en termes d'indicateurs développés sera aussi au rendez-vous et ce sera très élevé. Nous espérons et espérons que nous allons avoir de très bons résultats et je suis sûre que nous allons l'avoir. Je remarque que vous voyagez beaucoup. D'ailleurs, nous nous sommes rencontrés, je pense, en 2024 au Canada. Vous étiez venu un peu discuter avec les jeunes, les personnes qui aimeraient un jour retourner au pays. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, vous pensez que la jeunesse de la diaspora est prête à venir en RDC pour entreprendre, selon ce que vous avez remarqué? Oui. Et c'est encore faible, et je suis content de cette tournée que nous avons effectuée dernièrement, d'ailleurs avec monsieur Joël Bocquier, qui est aussi avec vous au Canada tout le temps, et qui a monté un business ici intéressant, et son chiffre d'affaires
était moins de 400 000 dollars à l'époque. Aujourd'hui, il réalise des chiffres d'affaires des chiffres en millions. Et ça, c'est super. Et le taux de la diaspora congolaise dans l'ensemble des entreprises que nous accompagnons aujourd'hui est autour de 5%. Ok. En nette évolution, c'est superbe. Et ça, on aime. C'était pas envisageable avant. Et ça, c'est un succès. Oui, nous croyons que les jeunes de la diaspora, pas seulement les jeunes de la diaspora, les personnes qui vivent dans les pays d'accueil en dehors des RDC ont des intentions d'entreprendre, certaines parce que elles veulent quand même essayer de chercher une utilité à leur des indemnités de retraite, d'autres parce que ils ont une épargne en moyenne de 4 000 dollars par an qu'ils doivent investir, et d'autres encore parce que ils investissent déjà, mais ça ne marche pas avec la famille ou les amis. Et nous, on a un outil qu'on est en train de mettre en place pour aider ces personnes d'investir autant dans les pays d'accueil que dans les pays d'origine. D'accord. Et faire le joint venture entre les deux entreprises qui se trouvent dans les deux pays, ou alors faire le joint venture avec les entreprises qui sont ici au Congo. Et ça, c'est la nouvelle stratégie qu'on développe, et on touche ici les différentes ambassades qu'on a ici pour voir dans quelle mesure ils peuvent challenger cela avec nous. Dernièrement, on était avec la Belgique à travers la région wallonne, le gouvernement wallon qui agit en RDC à travers la délégation Wallonie-Bruxelles internationale, justement pour parler de ça, pour voir de quelle mesure on peut rendre cela possible. Et en même temps organiser des missions économiques qui pourraient faciliter l'accès à ceux qui sont là-bas, ou ici différentes ressources croisées qui existent dans les deux sphères. Et donc on y croit fortement. La diaspora est supposée avoir beaucoup plus de connaissances en termes d'avancées technologiques que nous ici. Et nous ici, on a nos connaissances en nous par rapport à ce qui existe. Et donc, il y a des besoins qui peuvent se croiser, des solutions qui peuvent se croiser et qui peuvent marcher. Et pas seulement d'avoir des investissements à sens unique que nous qui allons investir là-bas, ou que eux viennent investir ici, mais ça peut aussi être dans des investissements croisés pour lui-même, le membre de la diaspora, ou pour les autres aussi. Très important. Monsieur Val, j'ai quand même une dernière question pour vous aujourd'hui. Quel message stratégique laissez-vous à un jeune professionnel congolais? Jeune professionnel. Quand je dis un jeune professionnel, une personne qui veut se lancer en entrepreneuriat mais ne l'a jamais fait, c'est sa première fois, il commence. Quel est le message ou ce mot d'encouragement que vous pouvez lui donner? Parce que il y a plein de défis. Il commence un très long processus. Il y a beaucoup de choses qu'il va rencontrer. Quel est le message que vous pouvez lui donner pour l'encourager? Savoir utiliser le moyen à sa disposition. Ok. D'accord? Savoir utiliser le moyen à sa disposition. Développer l'approche partenariale, par les parties prenantes de win-win, de gagnant-gagnant, pour démystifier la question du financement. Être capable d'être dans l'effort et résilient, c'est important, et respecter ses engagements. Okay. Et donc, il doit oser. Il doit y aller, il doit forger, il doit forcer les choses et ne pas s'arrêter. Parce que c'est difficile, le chemin entrepreneurial. De loin, on croit que c'est facile, mais dès qu'on y entre, ça devient très compliqué. Et donc, il faut beaucoup de résilience. Focus objectif. Parce qu'en réalité, l'homme ne devient que ce qu'il veut devenir. Bien sûr. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a des critères pour aujourd'hui rejoindre IF? Est-ce qu'il faut un critère où je peux commencer et venir demander de l'accompagnement à votre niveau? Il n'y a pas de critères dans IF. Contrairement à d'autres structures d'accompagnement, lorsque vous voulez vous faire accompagner par IF, il n'y a pas de critères. C'est le seul critère, c'est connu. Vous voulez créer votre entreprise, vous devez venir avec votre idée d'entreprise, en parler, qu'on en discute, et puis vous orienter.
Parce que parfois on se trompe. On pense que cette personne qui est devant nous détient véritablement les capacités pour démarrer, à créer et développer son entreprise, mais en réalité, il n'en est pas capable. Tout comme on peut aussi se tromper d'une personne que l'on trouve dès le départ qui ne saura pas le faire, alors qu'en réalité, c'est lui le cheval des trois. Et donc, nous avons, nous, pris beaucoup de recul par rapport à ça. On accueille tout le monde et on les oriente. Et comme c'est pas facile, ce chemin entrepreneurial, si vous n'êtes pas résilient, vous allez vous-même vous auto-éliminer. D'accord. Merci beaucoup, professeur Val. Merci d'avoir pris votre temps. Merci beaucoup pour ces informations gratuites que vous avez partagées aujourd'hui. Et je pense que nos téléspectateurs auront beaucoup d'informations et sauront en vérité comment l'entrepreneuriat, en bout de vérité, de comment l'entrepreneuriat en RDC fonctionne. Et aussi, nous, de la diaspora, nous aurons aussi quelques informations qui pourront nous aider à venir investir ou commencer un projet en RDC sans toujours se casser les dents. Bon, l'entrepreneur se casse toujours les dents à un moment donné, mais au moins avoir les informations qu'il faut pour nous guider. Merci pour votre temps et j'espère qu'on vous reverra encore une prochaine fois. C'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe. C'est super. Merci.